fait, on va réfléchir ensemble à la notion d'amour. C'est une notion qui devrait être très très simple, très naturelle, et en réalité, le monde évolue, et avec l'évolution du monde, on constate que des choses qui sont simples et naturelles, et ta grand-mère, à juste titre, elle te dit « Ma fille, Binti, ya Binti, je comprends pas. Moi, il y avait un garçon, il est venu, il m'a dit, tu vas être ma femme, je lui ai dit oui. » Hein, elle vous dit ça, et l'autre est là, tu la regardes, mais mamie, t'es trop mignonne. Ben non, c'est pas comme ça. Alors, pourquoi c'est pas comme ça? Alors, d'abord, on va faire plusieurs constats. Alors, je vais vous dire comment est-ce qu'on va avancer. Je vais prendre d'abord, évidemment, des éléments de la paracha de Chayei Sarah, parce que c'est la paracha du couple, à tous les niveaux, concernant Abraham et Sarah au début. Quand Abraham veut enterrer Sarah, vous allez voir, il y a plein d'éléments, si j'ai le temps, on évoquera ça. Et puis, c'est aussi la grande rencontre merveilleuse entre Yitzhak et Rivka. C'est dans cette paracha qu'on a le choix de l'âme sœur. Donc, voilà, donc ça s'y prêtait bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, d'abord, on va faire un constat, je vais dire sociologique, sur ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi c'est compliqué. Et pourquoi on est tous perturbés par cette question qui devrait être simple, la question de l'amour. Ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'amour et aussi qu'est-ce que c'est pas. Il faut aussi qu'on définisse qu'est-ce que c'est pas. À quel moment on risque de se tromper concernant l'amour. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est, je vais essayer de répondre à la question à quoi faut-il renoncer pour aimer. Et là, vous dites, mince, il faut renoncer à quelque chose. Je ne suis pas venue pour renoncer. Il y aura une partie à quoi il faut renoncer et ce qui m'empêche de savoir si j'aime ou j'aime pas. Parce que des fois, j'y suis, mais je ne suis pas certaine. Maria-Cha, je ne sais pas c'est quoi le sentiment que j'ai. D'un côté, il me manque quand il ne vient pas, mais d'un autre côté, j'ai très peur du moment où peut-être si jamais il me fait sa demande, mais d'un autre côté, s'il ne me fait pas sa demande, j'ai aussi peur. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui m'empêche en fait de savoir si je suis amoureuse, si c'est ça ce qu'il faut que je ressente pour pouvoir avancer sereinement vers la choupa. Et on va essayer d'analyser quels sont les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux du mariage? Gros programme. Alors, venez, on commence par le passouk. Il y a un passouk dans Chayei Sarah. C'est le passouk de la rencontre amoureuse, je vais vous le dire. Alors, juste que vous compreniez, il y a un chapitre qui fait 67 versets. C'est beaucoup. En général, c'est moins d'une trentaine. Donc, c'est un double chapitre. Il commence par Abraham qui dit à son fidèle bras droit Eliezer, va chercher une épouse qui convienne à mon fils Yitzhak, très bien, va dans tel endroit, bon, il ne donne pas trop de caractéristiques, et ensuite, il y a tout un descriptif hyper long, qu'il y a des chats, il y a des moutons, elle va abreuver ses moutons, vous vous rappelez de l'histoire, et que lui il a soif, et qu'il lui dit s'il te plaît j'ai soif, et elle vient lui dire mais il n'y a pas de problème, et peut-être que tes chameaux aussi ils ont soif, elle va abreuver de l'eau, mais 60 versets, c'est beaucoup. On abreuve des chameaux, ensuite il lui demande qui tu es, ensuite il découvre qu'elle est de la famille, ensuite elle lui dit viens chez nous, toi et tes chameaux, viens prendre le gîte, et puis ensuite il lui dit peut-être que je t'amène chez Abraham, tu sais il a un fils incroyable, Yitzhak, et l'air, ok j'y vais, elle y va, elle le suit, bon, très long. Après t'attends, tout ce temps-là, elle connaît pas encore Yitzhak, ça va être le premier date. Donc t'attends, tu dis, ok, tout ça c'est le scénario très beau du début, enfin tout est... Dans un autre cours, on pourrait l'analyser ensemble et on verrait à quel point c'est passionnant, c'est magnifique, il y a plein de choses à apprendre, mais t'attends le date. Et en fait après, quand le date il arrive, je vais vous dire, c'est comme ça. Je vous le lis en français, parce que je sais que vous parlez couramment l'hébreu, mais... Yitzhak sortait dans les champs pour prier. Et il lève les yeux, il voit des chameaux qui arrivent. Ça va être le moment. Okay. Donc tu t'attends, qu'est-ce qui va se passer? Rebecca lève les yeux. Elle voit Yitzhak et elle tombe du chameau. Oups. Chouma. Quand même quoi. Bon, ok, ça arrive. Ensuite, elle demande à Eliezer, c'est lui, c'est bien lui, Yitzhak, on est d'accord. Donc on a l'impression qu'elle est un peu en flip de quelque chose. Et il dit, oui, c'est lui.
le serviteur rend compte à Yitzhak de tout ce qui s'est passé, donc il lui raconte, tu sais, je suis allé, les chameaux, ils allaient là, j'ai bu, et les chameaux, ils ont bu, il lui raconte. Verset 67. Un petit versounet sur 67, un tout petit. C'est maintenant. Donc elle l'a vu de loin, elle est tombée du chameau. Ok, on verra pourquoi. Un tout petit versounet. Le moment de... Enfin, dans les films, ça dure 1h50 au moins. Dans les romans, ça dure 600 pages, ce versounet. Et là, ça dure comme ça. Pardon, vous allez être déçus. Je préfère vous avertir. Yitzhak la conduisait dans la maison, dans la tente de Sarah, sa mère. Il l'a pris pour femme, il s'est marié avec elle, et il l'aima. Et il l'aima. Va-ye-e-ha-ve-a. Et il l'a aimé. Et il se consola d'avoir perdu sa mère. Un petit versounet, il la prend, il l'amène à la maison, ils se marièrent et ils s'aimèrent. Comment c'est pas romantique? Je peux pas. Non, je veux bien que ce soit un peu pas romantique, mais donne-moi quelque chose, je sais pas. Rien que l'histoire des chameaux et tout ça, c'était déjà un peu plus romantique. Bon, elle est tombée de son chameau, je sais pas pourquoi, ok, il y a un truc. Et sans parler du fait que, enfin, j'ai pas besoin d'être une grande commentatrice de la Torah pour juste lire qu'il l'a pris pour femme et il l'a aimée. Et là, je sais pas, vous, moi si j'ai Yitzhak là, j'ai Yitzhak, on est en plein cours de Torah, on est 4000 ans après ton histoire, il y a plein de filles ici qui veulent te poser une question. Tu l'aimais pas quand tu t'es mariée? Parce que si tu l'aimais pas, enfin, on est mal à l'aise. On n'est pas bien. On n'est pas bien avec ça. Et j'ai pas des tonnes de versets dans la Torah qui me racontent une histoire d'un homme, d'une femme qui se marièrent et qui se sont aimés. Il y en a un. Il y en a un. Bon, un peu plus loin, il y aura Yaakov aussi, très romantique avec Rachel. Et bon, mais c'est pas, la Torah, c'est pas ça qu'elle me raconte. D'ailleurs, la Torah, c'est un livre de Torah, c'est un livre de mitzvot, c'est pas un livre d'histoire. Pour une fois que tu me donnes une histoire d'une rencontre où il y a un hyper grand chapitre, où toute la paracha, elle est autour de ça, tu me donnes un petit versounet de rien du tout, et en plus, dedans, tu me vends qu'il l'a aimé après s'être marié. Je suis déçue. Vous êtes déçus? Ouais, on est déçus. Bon, au moins, on est tous déçus. Alors, la première fois que j'ai décidé de réfléchir, de vraiment étudier le sujet du couple, l'homme, la femme, le lien dans le couple. Et puis, du coup, j'ai fait des études de thérapie et du coup, j'ai ouvert un cabinet de thérapie de couple. C'est vraiment un sujet qui m'habite. C'est le sujet de ma vie. Vous savez qu'est-ce qui m'a motivée à ça? Une conversation. J'étais prof dans un lycée. Je ne sais plus si c'était une classe de première ou de terminale. Et on faisait cette paracha. Et on parlait de l'amour et donc de la différence entre le désir et l'amour. C'est quand même une différence très importante qu'il faut connaître. Et les élèves, je sais pas, il y a un chahut, et puis je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elles leur disent, mais je comprends pas. Ok, bien sûr, nous, on va aimer nos copains, nos fiancés, nos maris. Mais on sait très bien que ça ne durera pas très longtemps. Ça ne durera que... Pardon. Ça ne durera que... alors, comment elles m'ont dit? Elles m'ont dit, ça ne durera que 3 ans. Peut-être un peu plus. Peut-être que ça durera un peu plus, mais pas tellement. Je les regarde, elles étaient convaincues. Des jeunes filles de 16-17 ans. Elles étaient convaincues. Et alors, je creuse un peu, et là, elles me disent, nos parents, ils s'aiment pas. Je dis, attendez, vous êtes sérieuse? Elles étaient toutes d'accord. Hein. Nos parents, ils s'aiment pas. Enfin, ceux qui sont pas divorcés, ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien, ça va. Des fois, ça va moins bien, ça va. Vous êtes convaincus que vos parents ne s'aiment pas? Non. Ceux qui s'aiment, c'est ceux qui se marient et en début de parcours. Et puis, de toute façon, mais on sait, on est résigné.
On est résigné, ça durera le truc excitant, quoi. Le truc. Pas que les paillettes et les robes de mariée. Elle me disait le truc excitant d'être marié, d'avoir un compagnon, quelqu'un avec qui tu partages tout, un complice de la vie, ça dure, mais pas très longtemps. Je sais pas, il y avait un film comme ça qui est sorti. L'amour dure 3 ans, je sais pas quoi. Donc elle s'était convaincue. Elle disait non, ça va durer. Et alors, quand j'ai vu à quel point elles étaient convaincues, il y avait vraiment une certitude. J'ai dit, non, il y a un truc à faire. On ne peut pas laisser une génération entière de jeunes évoluer en étant convaincus. Profitons maintenant, après ça sera fini. C'est horrible. On est d'accord que c'est trop triste. Alors, c'est vrai que le verset ne m'a pas vendu un amour à l'eau de rose avant la rencontre, avant le mariage. C'est vrai. Mais en tout cas, si la Torah atteste Vayehavea et il l'a aimé, vous pouvez être sûr et certain, c'est les mots de la Torah, vous pouvez être sûr et certain qu'il y avait un amour d'une puissance inimaginable entre Yitzhak et Rivka. Et d'ailleurs, l'ouverture de la prochaine paracha, elle est stérile et ils sont face à face et ils prient face à face. Il prie pour elle, elle prie pour lui. On sent et on voit qu'il y a quelque chose entre eux d'incroyable, d'exceptionnel. Et tout au long de l'histoire, d'ailleurs, on sent que de tous les couples de la Bible, ce couple, il est très spécial. Très spécial au niveau de l'amour qu'il y a en eux. Alors, j'aimerais déceler des éléments qui peuvent m'aiguiller et m'aider sur cette question de l'amour. Pourquoi c'est tellement difficile? Et bien sûr, je reviendrai à Yitzhak tout à l'heure. Pourquoi c'est difficile? D'abord, on va poser une constatation sociale. On vit dans un monde aujourd'hui, depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais encore plus maintenant, de l'émergence du iPhone, tout quoi. C'est-à-dire mon petit appareil à moi, ma vie, mes amis, mes études, ma chambre, et on grandit avec cette idée que c'est pour ça que Apple a tout appelé le plus loin le reste, à moi. Il y a des choses qui sont qu'à moi. On est vraiment, vraiment dans une société qui est très, très, très individualiste, une société de consommation, une société de plaisir et une société de confort, où on a une sorte d'injonction, tu dois kiffer. Tu rentres de vacances, ta copine, elle ne te demande pas comment c'était, elle te dit, t'as kiffé? On est d'accord ou pas? C'est rentrer dans la parole. Est-ce que t'as kiffé? Et si t'as kiffé, t'as intérêt à l'avoir montré. Sinon, on ne te croit pas. Montre-moi que tu as kiffé. Donc, il faut, c'est une forme d'injonction comme ça, il faut que je le dise, que moi, il y a des choses qui fonctionnent pour moi. Qu'est-ce que je fais pour moi? D'ailleurs, il y a eu une émergence, on va dire, ces 10, 15 dernières années, très très forte, peut-être un peu plus, à peu près 15 dernières années. Avant, quand il y en avait des problèmes, il y avait le psy. D'accord? Il y avait ceux qui allaient chez le psy, il y avait ceux qui ne voulaient pas aller chez le psy, mais c'est tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des coachs de tout? Mais dans tous les domaines, nutrition, sport, développement personnel, coach de vie, coach d'éducation, coach de couple, tout. On est d'accord? Tu peux avoir un coach de tout. L'idée du coach, c'est, il y a quelqu'un qui va me coacher, qui va me dire, crois en toi. Tu peux croire en toi, tu peux y arriver. C'est-à-dire, le fait, là juste c'est une constatation, le fait que ça émerge tellement, c'est-à-dire qu'il y a une consommation de ça. J'ai un potentiel, il y a énormément de choses qui reviennent à moi et elles doivent venir à moi. Et donc, je vais les développer. Et donc, je suis très, très, très concentrée sur le développement de moi-même. D'accord? Donc, le faisceau est tourné vers moi. Or, pour tomber amoureuse, il y a une condition, sine qua non. La condition sine qua non de l'amour, on le voit au tout début de la Genèse quand on nous raconte la création de Adam et Ève, et qu'on passe par un détour complètement bizarroïde où on me dit « Attends, tu sais qu'avant, il n'y avait pas Adam et Ève, il y avait un truc qui s'appelle Adam-Ève. Adam. C'était Adam-Ève. Et c'était pas bien, c'était l'Otov. Et donc Dieu a décidé de couper, petite intervention chirurgicale, et il a dit là Adam, là Ève. Puis ils se sont retrouvés, ils ont dit
t'es super content. Pourquoi tu me racontes ça? Aujourd'hui, il y a des Adam et il y a des Ève. Il n'y a pas des Adam-Ève. Pourquoi cette histoire? Pourquoi me raconter ça? Pour que tu saches que tu es une moitié. Une moitié, c'est pas beaucoup. Hein. Tu n'es même pas un 3/4. Tu n'es pas un 4/5. Tu es une moitié. Ça veut dire que tu es à l'obligation de te savoir manquante. Manquant et manquante. L'homme est manquant, la femme est manquante. Tous les deux, c'est des moitiés. Comment je fais pour que cette réalité du fait que je suis manquant et donc il me manque quelque chose, donc je vais avoir un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un qui remplisse mon manque. Comment ça se coordonne avec une vision individualiste et confortable de ma personne? Ça se coordonne pas. C'est à cet endroit-là que ça bloque. Et en fait, il y a un livre de Sue Johnson qui s'appelle « Serre-moi fort » dans lequel elle dit que la théorie de l'attachement, le fait d'avoir besoin d'être attaché à quelqu'un, alors évidemment l'enfant est attaché à sa maman, il a un lien affectif sécure, mais que cette théorie de l'attachement, elle est vraie aussi pour les couples. Elle dit, ah bon, et c'est vrai pour les couples, et alors comment on fait? Ça crée de la dépendance, l'enfant est dépendant de l'affection de sa mère. Alors quoi, dans les couples, on a une dépendance affective, alors attention. Il y a ce qu'on appelle une dépendance affective réussie. Pas une dépendance affective qui me bloque, qui me limite, qui fait que j'y arrive pas dans la vie, que j'ai tout le temps besoin de quelqu'un qui me porte et me supporte. Pas du tout. Une dépendance affective réussie, c'est cette partie-là qui est irréductiblement différente de moi et dont j'ai besoin. Et donc, le risque ici, c'est quoi? Si je me vois manquante, alors vous allez voir par la suite, on va évoquer que évidemment la femme, l'être féminin, a plus de facilité à se voir manquante que l'homme. Pourquoi? Du fait de sa conception physiologique. On est fait avec un creux à l'intérieur de nous, avec un utérus, et on a la capacité de recevoir quelque chose qui est différent de nous, et de faire grandir à l'intérieur de nous quelque chose qui est différent de nous. Donc, on arrive, physiologiquement, on a été programmé pour être capable d'accepter le manque, être capable de l'accepter. Beaucoup plus difficile chez l'homme qui a une vision de lui, une vision phallique, ça s'appelle, c'est-à-dire un peu de superpuissance, superpuissante. Mais évidemment, l'homme aussi doit réussir à se voir manquant pour pouvoir tomber amoureux. Il n'y a aucune économie possible par rapport à ce chemin-là. Tu es obligé de te percevoir manquant. Maintenant, évidemment, c'est qu'il y a un risque. Le risque, si je suis manquant, ça veut dire que si ce que tu m'apportes dans ma vie, c'est quelque chose que je ne peux pas trouver chez moi. Du tout. Jamais, à aucun moment. J'ai besoin de toi dans mon existence parce que toi, ta personne, ton caractère, ton être, ton essence est une essence qui vient et qui me remplit, qui me satisfait, qui m'apporte quelque chose profondément, qui me fertilise. Alors dans ce cas, évidemment, puisqu'il n'y a pas de palliatif, je ne peux pas moi produire la réalité de ce manque, donc je peux avoir une peur incroyable de perdre l'objet de mon amour. Ça me fragilise énormément. J'ai besoin de cette partie qui n'est pas moi, mais qui est une partie manquante de moi, dont j'ai besoin, mais que je ne peux pas moi-même produire. Et donc, j'ai une grande crainte. En fait, s'éveille en moi cette crainte de perdre cet objet, d'être exposé à l'autre. J'ai plus de contrôle. L'autre, puisque j'ai besoin de cet autre. Donc, et si cet autre devenait malveillant, ou si cet autre n'est pas à la hauteur de mes attentes, sans être malveillant, n'est juste pas à la hauteur de mes attentes, si je suis déçue de cet autre, qu'est-ce qui se passe? Je deviens terriblement exposée. Pourtant, on m'a appris qu'il fallait que je sois remplie, que je sois pleine de moi-même, il faut que je me débrouille, moi je donne toujours l'image caricaturale de ça, de la jeune fille qui a fini ses études, qui a sa smart, qui a son appart, qui va à Ikea, qui achète ses meubles et qui l'est
qui les monte toute seule et tranquille, détente de monter les meubles Ikea. On est d'accord ou pas? Tu fais ton déménagement toi-même, on est autonome, on y arrive, on arrive à tout faire. Si on veut, on peut arriver pratiquement à tout faire. Mais la réalité, ça, c'est la société qui m'a appris qu'il fallait que je me débrouille, et que je sois forte. Il faut que je sois forte. Mais si je me perçois manquante, donc l'autre arrive dans ma vie et il y a une dépendance affective réussie, j'espère, vis-à-vis de l'autre, mais il y a en même temps une fragilité chez moi. Et à moi de pouvoir accepter cette fragilité. Si je n'accepte pas cette fragilité, je ne pourrai jamais faire ce geste-là d'aller vers cet autre parce que cet autre, justement, il n'est pas moi. Et qu'il va m'apporter quelque chose qui est complètement différent de moi. Alors attention. Quel est le faux amour? Quel est le faux amour? Il y a un amour qui est faux, où je crois que j'aime. Je suis convaincue que j'aime. Et je vais même dire à mes copines, c'est merveilleux ce qui m'arrive. J'ai rencontré quelqu'un, il faut que je te raconte. Incroyable. Alors, le faux amour, le premier faux amour en tout cas, dans lequel on tombe dans les filets, c'est celui qui... C'est un autre, ok, mais cet autre, c'est surtout un miroir. Et ce miroir va me valoriser, va me flatter, va me faire des compliments, va me dire « Non, mais tu comprends, avec toi, c'est pas comme avec les autres. » Et là, j'en peux plus, quoi. Il y a toutes les autres et il y a moi, en fait. Et je vais être extrêmement valorisée. Et attention, on a tous ça en nous. On a tous en nous ce point sensible qui nous touche, qui nous bouleverse quand on nous dit « Toi, t'es spécial ». Sûrement parce qu'on ne l'a pas assez entendu quand on était petit, je ne sais pas. Mais ça vient de cette personne-là qui a l'air extraordinaire et je fantasme tout un tas de choses autour de cette personne. Et cette personne, elle vient, elle me flatte, elle me valorise. Elle me demande de sortir avec lui dans ses soirées, avec ses copains. Il est très très fier. Et je ne sais pas encore dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me fait du bien. À nous de savoir déceler que c'est naturel, que ça nous fasse du bien, mais ne confonds pas ça avec l'amour. Ou bien, à la limite, tu peux appeler ça l'amour, mais c'est l'amour de soi. C'est pas l'amour de l'autre. Et juste soyons clairs sur les définitions. J'aime la sensation que ça me fait d'être avec toi. C'est de l'amour. C'est de l'amour de soi. J'aime la sensation que ça me fait. Ça me fait, j'ai des papillons dans le ventre. Et en fait, quand on était déçus du petit verset de la Torah tout à l'heure, on était déçus qu'il n'y avait pas écrit la sensation que ça fait à Rivka et la sensation que ça fait à Isaac. Ça leur a fait quoi de se voir? La Torah ne te le raconte pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en fiche. Parce qu'en fait, ce sentiment, il est kiffant. Dieu l'a mis dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un moteur de vie qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas créateur d'amour. C'est créateur d'amour de soi, mais ce n'est pas créateur d'amour, de ahava, au sens noble du terme. Et comme ça ne crée pas, ça ne construit pas l'amour dans le couple, donc la Torah, elle n'en parle pas. Si c'est inutile, elle n'en parle pas. C'est génial, attention, on n'a pas dit que c'est pas génial. On n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir ça. C'est un moteur dans la vie. Être flatté, être valorisé, sentir que l'autre, il est bien avec moi, c'est un kiff. Ne renoncez pas à ça. Mais ne croyez pas que ça s'appelle l'amour. C'est pas ça l'amour. C'est pour ça que quand une fille elle vient, elle me dit je sais pas si je l'aime, je sais pas. Je lui demande pas est-ce que tu as des papillons dans le ventre, est-ce qu'il te fait des compliments, est-ce que tu te sens sur un piédestal quand t'es avec lui, ça m'aidera pas. Je lui demande est-ce que tu l'admires. C'est une autre question. Je lui demande est-ce que quand pendant longtemps t'es pas avec lui, il te manque. Ça je vais lui demander. Parce que j'ai pas demandé est-ce que ça te manque d'être valorisé. Ça peut manquer d'être valorisé. Ça fait longtemps qu'il m'a pas dit t'es la plus belle du monde. Bon. Ok, regarde ton miroir et demande. Mais je lui demande est-ce qu'il te manque? Parce que si il te manque, il y a quelque chose qui est complètement différent de toi. C'est l'altérité absolue et cette altérité te manque. C'est-à-dire tu es manquante. Quand cette partie qui n'est pas toi est avec toi, tu te sens plus remplie. Là tu es manquante. Donc ça, c'est des questions plus pertinentes. Juste là, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? Je veux que vous vous posiez les bonnes questions. Pourquoi c'est difficile de tomber amoureux? En réalité, ma question c'est, est-ce que c'est difficile de tomber amoureux, c'est-à-dire d'avoir des papillons dans le ventre et d'être flatté? Pas tellement.
Pas tellement. Sauf si j'ai eu une très mauvaise expérience avec quelqu'un qui m'a fait croire, et puis un jour, bam, d'un revers de la main, t'existes plus. Avec un SMS. Vous connaissez 3 ans on est ensemble, et avec un SMS, bim. En fait, je pense que t'es trop bien pour moi. Et la minute d'après, il t'a bloqué, quand même. Que dire de ça? C'est un classique, on est d'accord. Qui l'a pas entendu? Qui ne l'a pas entendu? T'es trop bien pour moi, évidemment. Mais ça, c'est quoi? C'est un manque de courage. C'est juste un manque de courage de pouvoir s'engager, de pouvoir s'investir dans une relation. Donc, ça, le problème de ça, c'est quoi? C'est que ça nous fragilise dans le sens, est-ce que demain, je pourrais faire confiance? Est-ce que demain, je vais faire confiance à quelqu'un d'autre? T'es obligé. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Simplement, sois intelligente. Ne crois pas que l'amour de soi, c'est l'amour. C'est un amour agréable, motivant, stimulant, mais c'est pas encore l'amour. L'amour, c'est ce que la Torah écrit, et elle n'a pas besoin de t'écrire un roman de 600 pages. Elle t'écrit « Vayehavea ». Et comme par hasard, elle écrit ça sur après le mariage. Pourquoi? Pour que tu saches que tout ce qui est avant, ça s'appelle du désir. Ça s'appelle peut-être de l'attachement, peut-être de l'habitude. Il me manque, on était bien ensemble, on se motivait l'un l'autre, plein de choses positives. Il peut y avoir plein de choses positives, mais c'est pas encore de l'amour. L'amour, c'est seulement cette chose-là que l'on construit ensemble, ça se construit. Vous avez compris que le jour de votre mariage, c'est pas le plus beau jour de votre vie? Est-ce que vous avez compris à ce stade? C'est une grande bracha que je vous fais, que ce soit le moins beau jour de votre vie. Dites Amen. 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 Parce que si c'est le plus beau jour, il se passe quoi? Non mais on est d'accord. Rien que cette idée-là, où c'est le plus beau jour, après tu baisses. Rama. C'est-à-dire, tu sais que tu as déjà passé le best, et maintenant, maintenant. C'est ça qui fait que les filles du lycée disaient, non, ils s'aiment pas. Enfin, des fois, ils s'aiment bien. Si c'est le moins beau, ça veut dire qu'après, ça va augmenter. Ça, c'est la vision thoraïque. C'est-à-dire que la vie de couple fait que je vais m'investir dans l'autre, l'autre va s'investir en moi, il y a un nous qui va émerger, il n'y a plus moi, il n'y a plus toi, il y a aussi moi et aussi toi, et il y a aussi autre chose qui s'appelle le nous. Et on œuvre pour le nous. Et ensuite, à force d'œuvrer pour le nous, à force, il y a un moment où on n'arrive même pas à s'imaginer la vie sans le nous. Elle est impossible à imaginer la vie sans le nous. Parce que moi, c'est nous. Ça devient nous. Mais ça, c'est des stratifications les unes après les autres, qui ne relèvent pas forcément des papillons dans le ventre. Ça relève beaucoup plus d'un bien-être profond, d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre, qu'on a besoin de faire plein de choses ensemble, même des choses banales, même des courses, on a envie d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on est en sécurité, une vraie sécurité affective. Donc je reprends. Puisqu'il y a la possibilité qui est ce faux amour, puisqu'il y a la possibilité aussi de perdre cet objet d'amour, vous avez compris que tomber amoureuse, c'est quoi? C'est prendre des risques. C'est prendre des risques. Mariacha, est-ce que je peux tomber amoureuse sans prendre de risques? Non, ma beauté. Je te promets que tu peux pas. Ça n'existe pas. Ça existe dans un monde, je sais pas, peut-être dans le Gan Eden, dans le monde de l'absolu, dans le monde du Hémet. Ce monde-là, il n'est pas comme ça. Ce monde, c'est un monde où on bouge, où on avance, où on évolue. Et donc, c'est impossible. C'est peut-être même ce que Dieu veut quand il nous dit « Vas-y, fais l'effort de sortir de ta coquille et d'aller vers l'autre ». Ce qu'il me demande, Dieu, il me dit « Alors, ouais, je te demande de prendre ce risque. » Pourquoi? Parce que prendre un risque, c'est quoi? C'est faire intervenir autre chose que soi dans la relation. Et c'est ce qui se passe quand tu vas sous la roupa. Quand tu vas sous la roupa et que tu avances, au fait, vous savez pourquoi on avance doucement vers la roupa? Vous savez ou pas? Vous la connaissez celle-là? Je la raconte souvent. J'y vais pas. J'y vais pas. Vous avez déjà vu le marié qui porte sa robe et qui court? Et plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe sous la roupa? Je dis toujours aux calottes que je forme, vous allez arriver à 2 sous la roupa,
et vous allez sortir à 3. En général, elles me regardent, elles sont gênées. Pas à 3. Dieu, pas le bébé. Dieu. Le troisième, c'est Dieu. C'est vraiment ça. L'idée de la choupa, du toit au-dessus, c'est la shrina, la présence de Dieu qui vient, qui bénit le couple et qui dit, en fait, il y a de la place pour moi chez vous. Je veux bien un petit bout de canapé, je ne prends pas trop de place, mais je veux bien vivre avec vous. Et ça s'appelle la shrina, la présence de Dieu qui vient et qui nous accompagne dans notre vie de couple. Et ça, c'est extraordinaire parce que on quitte l'autosuffisance. Bien sûr que c'est un risque de tomber amoureuse. Bien sûr que c'est un risque de souffrir. Bien sûr. J'accepte ce risque, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lâcher prise. Si je veux tout contrôler, si je veux contrôler comment ça va se passer, qui ça va être, ça va correspondre au fantasme de ma mère, au fantasme de mon père et même de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle fantasme sur mon mari aussi, mon futur mari qu'elle imagine. Si j'ai envie de tout contrôler, si j'ai envie de contrôler ma situation financière, ma situation, ce qu'on va manger le Shabbat midi, et lui il veut la daf, elle veut la pkela, et qu'est-ce qu'on va faire? C'est des grandes questions dans l'éternel. Faut pas... Si je veux contrôler, c'est impossible. C'est impossible. Alors oui, je vais prendre le risque de souffrir. De souffrir de quoi? De perdre quelque chose. Ou plusieurs choses, de perdre quelque chose de moi. Et c'est là que je vous dis, tout à l'heure j'ai dit à quoi il faut renoncer quand on se marie. Quoi, c'est pas comme dans les films où c'est juste ouf, et il est trop beau, et elle est trop belle, et c'est génial. Jamais. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Une fois qu'on le sait, ça va, on vit bien avec. À quoi il faut renoncer? Alors, il faut renoncer évidemment à tout contrôler et laisser un petit peu ou beaucoup Dieu se mêler de ta vie. Et c'est que bien parce que du coup t'as pas la charge de... souvent j'ai des jeunes filles qui viennent me voir qui me disent oh, c'est trop angoissant, il faut que je prenne une décision, c'est trop angoissant, c'est trop angoissant. Mais si tu penses que tu contrôles tout et que ta vie future et ton bonheur futur ne dépend que de ta décision de maintenant, oui c'est angoissant. On contrôle peu de choses dans ce monde, on est d'accord ou pas? Et donc, quoi qu'il, alors ok, je vais accepter de ne pas tout contrôler. Et je vais accepter que peut-être la rencontre, elle ne s'est pas faite comme dans mes rêves. Que peut-être, non, ce n'était pas le coup de foudre et je rêve du coup de foudre. Ça, dès que je mûris un petit peu, je comprends, c'est pas grave. Des fois, il y a plein des jeunes filles qui me disent, qui viennent passer Shabbat à la maison, ils me disent tu peux nous raconter ton shidour? Je leur dis mais vous allez être déçus, vous allez être trop déçus, il vaut mieux que vous vous imaginiez que. Et après, ils disent quoi, alors c'était pas un coup de foudre? Je dis non, c'était pas un coup de foudre. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux un pas coup de foudre et qu'après le coup il vienne régulièrement, plutôt que le coup de foudre et puis il n'y a plus de coup du tout, il n'y a plus rien. Donc en fait, il faut vraiment réussir à lâcher prise et surtout à faire le deuil de quoi? De la personne fantasmée. C'est quoi la personne fantasmée? Qui ici, je vous mets à défi, va me dire j'ai jamais dessiné les contours de mon prince charmant. Tu sais exactement à quoi il ressemble, quelle taille il fait, comment est sa mère, elle habite au Canada a priori. Tu sais exactement qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu sais exactement comment il va réagir le premier date et le deuxième date et le troisième date. Tu sais tout. Et en fait, tu sais rien. Et en fait, tu sais rien. Et dans ma difficulté à tomber amoureuse, en fait, j'ai envie de tomber amoureuse de la façon de tomber amoureuse que j'ai fantasmée. Vous avez compris? C'est de ça que je vais être amoureuse. Je vais être amoureuse de tout ce que j'ai imaginé. Et nous, les filles, on y va. Hein, on est partis. Donc, on a plein d'histoires dans nos têtes. Et en fait, c'est pas des vraies histoires, quoi. C'est des belles histoires à écrire dans les romans. C'est pas des vraies histoires. Surtout que le caractère féminin avec le caractère masculin, ben lui, c'est pas du tout comme ça. À aucun moment il imagine ce que tu as. En fait, il n'est pas prophète, quoi. Donc, à aucun moment il imagine ce que tu as imaginé. Et en général, il y a un autre problème, c'est que les garçons, ils ne savent pas que quand ils nous proposent quelque chose et qu'on dit non, laisse tomber, ça veut dire ouais, mais j'ai trop envie que tu insistes. Ils ne savent pas ça.
ça, il faut leur dire. Mais c'est vrai pour nous toutes. Et on répète en plus, on est relou, on dit non, laisse tomber. Et non, mais je t'assure, laisse tomber. Et dans le je t'assure, c'est mais tu peux insister un peu plus, s'il te plaît. Quand tu seras à fond, je serai comme une dingue. Et en fait, ils ne savent pas. Donc, au premier non, laisse tomber, il dit ok, bye. C'est tout. Et après, tu dis j'ai pas compris l'autre jour, je sais pas, on s'est pas vu longtemps. Bah ouais, t'étais fatiguée. Mais non, j'étais pas fatiguée, en fait, je voulais... Et voilà. Et donc, en fait, il faut qu'on arrête de tomber amoureuse de notre façon de tomber amoureuse. Alors, c'est quoi cet homme fantasmé, ou cette femme fantasmée, ça serait vrai, tout à fait vrai de l'autre côté. Alors, il y a 2 versets du roi Salomon qui nous racontent l'histoire du fantasme. On a, à la lecture de ces 2 versets-là, où il parle de l'amour, où il parle du mariage, tu dis, c'est pas possible que le même homme a écrit les 2 choses. C'est pas possible. Ou bien, il avait des humeurs très changeantes. C'est le roi Salomon, c'est la Bible. Il a écrit ces 2 phrases tellement différentes pour nous parler de 2 situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une, de ouf, c'est laquelle? C'est écrit souvent en gros sur la ketouba. Matza isha matza tov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le tov. Le tov, c'est quoi? C'est la complémentarité. C'est ça le mot tov dans la Torah. Il a trouvé de quoi être complet. Il va être satisfait dans tous les domaines. Waouh! Qui a trouvé une femme a trouvé le tov. Dans un autre livre, du roi Salomon, Motse Ani, qui veut dire je trouve, donc c'est pas Matza, il a trouvé, Motse Ani, je trouve, mais c'est écrit volontairement sous la forme trouve, je trouve, et Haisha, Ha, c'est l'article défini, la femme, j'ai trouvé que la femme est Marmimavet, plus amère que la mort. T'as vécu quoi pour dire ça? Motse Ani, c'est au présent, l'autre il est au passé. Je trouve que la femme est plus amère que la mort. Que la mort. Il n'y a pas pire que la mort en fait. Alors, le même auteur, pas dans 2 états d'âme différents, pas du tout. Il nous raconte c'est quoi le fantasme. Matza Isha. Matza au passé. Qui a trouvé Isha, pas Ha-Isha, la femme, celle qui est en première couverture de elle, pas celle-là. Isha, une femme. Maintenant, c'est quoi trouver, Matza? Vous rencontrez une copine, vous lui dites où tu l'as trouvé? Ça se dit ça? Je dis dans ma poche. Où tu l'as trouvé ton mec là? Où tu l'as trouvé? On dit pas ça. Ça veut dire quoi Matza? Il a trouvé. En fait, Matza en hébreu, ça vient de Metzia, une trouvaille. Alors, je vous raconte c'est quoi une trouvaille, ok? Une trouvaille, c'est tu marches comme ça, t'as une pause, cet après-midi t'as pas cours, Champs-Élysées. Sympa les Champs-Élysées, il fait beau, tac, tu marches sur les Champs-Élysées. T'as une voiture de ouf qui s'arrête. Décapotable, machin, tu vois les Émirats arabes dedans, ok? Le Qatar, une femme qui sort. En sortant, elle rentre dans Louis Vuitton et elle fait tomber un portefeuille. Et elle est partie, tu la vois, elle est partie. T'étais hyper loin, tu peux pas la trouver, t'as vu un truc tomber, t'as vu la voiture partir, t'as vu la femme partir. Allez, elle est re-rentrée dans la voiture, elle sortait de Louis Vuitton, elle rentre dans la voiture elle est partie. Non, tu t'avances, portefeuille. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, tu peux pas faire Hacheva Taveda. Ok, on sait jamais. Tu ouvres le portefeuille. 5000 en billets. Inch'Allah. Elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? 5000 en billets, quand même. Genre, elle venait de sortir de la banque. C'est rien pour elle. Mais elle venait de sortir de la banque. Les 5000, tac. Il n'y a personne. C'est toi qui est venu. Merci, mon Dieu. Tu rentres chez toi, tu racontes. Direct, tu le racontes. Vous savez pas ce qui m'est arrivé. La trouvaille, Matza, la trouvaille du siècle. Et tu vas dire, regardez la chance que j'ai, regardez ce que j'ai trouvé. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Pochette surprise, il y avait 5000. Question.
est-ce que l'une d'entre vous a pensé, a eu l'idée, ou ça lui effleurerait l'idée, d'ouvrir, de compter les 5000 et de dire oh, le somme, pourquoi elle n'a pas tiré 10 Quelqu'un aurait cette idée? Non, mais pourquoi elle n'a pas tiré 10? C'est rien, elle aurait pu, c'était sûrement, elle a dû hésiter, allez, 5, 10, allez, 5. Mais tire 10, dommage. C'est ridicule. Matzah Isha, j'ai fait une trouvaille. Ton mazal, c'est une trouvaille. Dans le sens que c'est une pochette surprise. Alors, il y a une partie de la pochette surprise visible que tu as connue, qui te fait du bien, qui te remplit, tu sais que tu es manquante, il a exactement la partie complémentaire de la tienne, incroyable. Toi, tu es hyper pessimiste, lui, il est hyper optimiste. Toi, tu es hyper ordonné, lui, il est hyper désordonné. En général, c'est toujours comme ça. Donc, toi, tu es du matin, il est du soir, etc., etc. Donc, c'est ta partie complémentaire. Tu kiffes. Après, dans la pochette surprise, il va y avoir d'autres choses. Mais est-ce qu'au moment où tu as cette pochette surprise, tu dis oh, dommage. Quand même, si... Ok, là, il a bac plus 3. Dans 3 ans, il a bac plus 6. Non, mais dommage, s'il avait eu déjà bac plus 6 et que j'avais pas eu... Tu vas pas dire ça. Il est comme il est. Non, mais s'il avait eu une petite dose en plus de... Non, j'aurais bien aimé là, une petite dose là, de patience. Voilà, je rajoute un peu de patience. Et là, j'enlève un tout petit peu de... On est d'accord que c'est pas sur commande. Il y a un tout, c'est une trouvaille, c'est Tov. C'est Tov, Matzah Tov. T'as trouvé quelque chose qui te complète. Tu te rends compte la trouvaille que c'est? Fallait être Dieu pour trouver celui qui te complète pile. Genre toute ta famille, tes frères et sœurs, ils en ont marre de toi et de ton ordre, et lui, il est là, il kiffe. Génial. L'autre phrase. Motse Ani. C'est au présent, c'est pas au passé. C'est pas il s'est passé quelque chose, Dieu m'a envoyé quelqu'un. Et merci Dieu pour ce que tu m'as envoyé. Tous les jours de ma vie, Motse Ani. Trouve je. Le je après le trouve, ça veut dire que quand tu cherches et que tu as envie de trouver quelque chose, il y a qui que tu as envie de trouver en premier? Toi. Ton ego, il est au centre. Et ha-isha, la femme, l'homme. Avec l'article défini. C'est lequel? The femme. Laquelle? The homme. Celui que tu dessines dans ta tête. Que tu t'imagines, que s'il existe, mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Il est beau, il est intelligent, il est grand, il est riche, il est généreux, il est attentionné. Et sa mère habite au Canada, comme tout à l'heure. Tout, il a tout. Ça n'existe pas. Donc, Ha-Isha, c'est la femme que tu imagines, que tu rêves. Le mari que tu as dessiné, les contours de cette personne. Marmimavet, ça c'est plus amer que la mort. La mort, c'est quoi? C'est le fait qu'on dépérit, c'est le fait qu'on s'use. La mort, c'est cette idée-là qu'il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas d'éternité. Ça, si quand tu cherches tous les jours ton mari, ta femme, ton mari en l'occurrence, fantasmé, et tous les jours tu viens avec ta loupe et tu dis il est comme il faut ou il est pas comme il faut? Non, j'aime pas. Non, fais ça. Non, fais comme ça. Non, arrête, tu vas pas me changer. T'es pas ma mère, tu vas pas t'es en train de me contrôler, de me conditionner, Si tous les jours tu viens comme ça avec ce regard, t'inquiète, il n'y aura pas de pérennité. C'est plus amer que la mort. La mort, n'est-ce pas que c'est quelque chose qui s'arrête? Ça aussi, ça va s'arrêter. C'est impossible de pouvoir fabriquer de l'amour avec ça. Donc, à quoi tu dois renoncer? Tu dois renoncer absolument à cette personne fantasmée. Vous savez, quand je reçois des calottes, une petite anecdote comme ça, qui me fait toujours penser à ça. Bon, je reçois une cala pour le mikvé, machin, donc, ok, ça y est, il y a la date, il y a le truc, il y a eu la demande, il y a eu la bague, il y a eu. Moi, je bavarde avec mes calottes, je fais pas juste, on bavarde beaucoup. Et il y a toujours ce moment magique. Le moment magique où elle me raconte, attends, c'est pas quoi? J'étais à l'essayage de ma robe, je te montre ma robe. Alors elle me montre les photos, non, je reviens de l'essayage là. En général, elle met toujours ensemble l'essayage de la robe et les cours du mikvé. Je te montre ma robe, elle me dit, tu vois,
tu vois le défaut ou pas? Non, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais en fait, je lui ai demandé de me mettre la perle. Et il y a toujours ce moment-là où la robe, elle n'est pas parfaite. Elle est presque... Non, attends, non, je vais pas râler, c'est vraiment ce que je voulais, mais je sais pas, elle n'a pas compris quand je lui ai dit que la taille de la traîne, elle devait... Et là, elle rentre dans des explications où elle m'explique que... Et ce moment-là, pour moi, c'est un moment magique. C'est le moment où la Kala, la jeune fille, elle reporte sur sa robe sa déception, en guillemets, de... Il est presque parfait, mais on va pas se mentir, il n'est pas parfait. Mon mari, mon futur mari. Mais on va le dire sur la robe. Et en fait, moi je sais que quand elle me dit ça, elle m'invite à parler de « Mais est-ce que dans la vie tout est parfait ? Mais est-ce que finalement, quand tu as été reçue par ta belle famille, c'était parfait ? Oh non, laisse tomber, non mais je peux pas parler de ça, je vais me mettre à pleurer. » Et là je vois que, en fait, viens on parle du fait que c'est pas parfait. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle quand c'est pas parfait? Parce que comme c'est pas parfait, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On a de quoi encore? On a un projet d'avenir pour jusqu'à 120 ans. Parce qu'un couple c'est pas parfait, parce que moi je suis pas parfaite, parce que mes enfants sont pas parfaites. Là, toutes celles qui étaient au Shabbat, ils savent, ils sont pas parfaits. Et la maison elle est pas parfaite. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Jamais c'est parfait. Et comme on a grandi dans vous surtout maintenant, dans cette génération de perfection, de confort, que tout doit être esthétique, que je dois partager sur les réseaux, vous avez vu tout à l'heure la photo, il faut partager, on est en train de vivre un truc de ouf, mais venez, ça sera encore plus ouf si tout le monde sait qu'ils ont raté le truc de ouf, il faut que ce soit parfait. Et moi je pense vraiment que le fait d'être imparfait, c'est ce qu'il y a de plus parfait au monde. Mais vraiment, c'est ça qui est beau. Moi je trouve qu'il y a une beauté incroyable dans l'imperfection. Parce que ça me donne de l'énergie pour continuer, pour me parfaire, pour travailler, pour envisager l'avenir. Mais en réalité, le côté positif de tout ça, c'est que je sais qu'on est sur Terre, on a une mission à faire. On n'est pas en vacances, on n'est pas touristes, vous êtes au courant de ça quand même. Chacune ici a une mission unique à remplir. Et cette mission unique, c'est avec l'aide d'un conjoint que je vais la remplir. Et c'est pas parfait, c'est exactement super. Ça veut dire que là où c'est pas parfait, c'est là que je vais m'investir. À quoi encore il faut renoncer? Vous n'allez pas kiffer. Il faut renoncer aussi à reproduire le modèle parental. Non mais chez mes parents. Non mais ma mère elle m'a dit que quand elle a rencontré mon père. Ou bien juste le modèle parental. C'est écrit textuellement dans la Torah. Al-ken ya'azov ish. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Vous allez me dire, c'est lui qui abandonne, c'est pas moi. Non, c'est nous deux. La réalité, c'est que ce que veut dire ce verset, c'est un abandon d'un modèle auquel tu collais, ou bien auquel tu disais, je veux surtout pas pareil, mais peu importe, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En fait, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est une nouvelle histoire. Vous trouverez un plat à mi-chemin entre la pkela et la dafina. Moitié à la droite de la marmite et la gauche de la marmite. Vous trouverez, non je dis ça parce que souvent les couples mixtes tunisiens-marocains, il paraît que c'est, je sais pas, c'est ambiançant quoi. On me dit comme ça, je sais pas. Donc voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et la gestion de notre argent, ça sera pas comme eux. Et la gestion des vacances, pas pareil. Et l'école juive, pas l'école juive. Et on fait comme ci, on fait pas comme ça. Et on met tant de Torah ou pas dans notre... C'est notre histoire. Il y a l'abandon d'un modèle. Inspire-toi. Prends tout ce que tu as. On a grandi dans un milieu et on prend tout ce qu'on a envie de prendre de ce milieu. Mais ce que tu vas fabriquer, c'est unique. Et c'est ton histoire à toi. Qu'est-ce qui m'empêche de savoir si je suis amoureuse? C'est dur, hein? Qu'est-ce qui m'empêche de le savoir? C'est des questions qui viennent beaucoup. Hein. Je m'inspire de toutes les questions qu'on me pose. Les filles, elles viennent me voir. Elles me disent, Mariacha, est-ce que je suis amoureuse? Je fais, attends, une seconde, je sors ma boule de cristal. Et là, je vais te le dire. Irma la douce, es-tu amoureuse? Non, mais je vous assure qu'on me pose ces questions. Ça montre, je me moque pas en plus, vraiment, ça montre qu'on est perdu, en fait. On est perdu. Alors, qu'est-ce qui fait, quand je creuse avec ces jeunes filles, qu'est-ce qui fait qu'elles ne savent pas si elles sont amoureuses? En fait, on confond. Alors, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le désir et l'amour. C'est pas la même chose, ça, ok. Et il y a aussi autre chose, une forme d'attachement. On est ensemble, mais
je sais que la culture ambiante dit que quand on est ensemble, on doit être ensemble et on doit parler sérieusement que dans 1 an. Et je suis gentille quand je dis 1 an. Je suis gentille. Des fois, ça dépend des cultures. Il y en a c'est 2 ans, il y en a c'est 3 ans. Voilà. Mais sérieusement, voilà. C'est-à-dire, pour l'instant, au début, on est ensemble, quoi. Et quand tu viens et tu dis, quand moi j'ose faire ma relou, mais je fais exprès, alors ça se passe bien. Je me dis, ça veut dire quoi? On est ensemble, c'est tout. Mais ça va, ou ça avance? Ben, non, ça veut dire quoi, ça avance? Des mots qui n'ont aucun sens. Non, juste on est ensemble. Le principe, c'est qu'on est ensemble. Ok, maintenant le problème, c'est que pendant ce temps qu'on est ensemble, il se passe quoi? L'idée, c'est que quand on va à des anniversaires, on y va ensemble, quand on va au ciné, on va ensemble, quand il y a des soirées, c'est ensemble, quand on s'appelle, on s'écrit, on se manque, on se dit des choses gentilles, super, on est ensemble. Mais tout ça, c'est des couches superposées d'une forme de confort affectif, ok? Maintenant, si je rajoute à ce confort affectif encore une autre petite dose de quoi? Un élément très puissant qui s'appelle le bien-être physique. On prend dans ses bras, on embrasse, voire plus. Peu importe, chacun avec ses normes, peu importe, c'est pas la question. Du moment où il y a un attachement physique, le langage du corps parle. Et je vous assure que le langage du corps est plus insistant que le langage des émotions. Donc, tu sais pas si tu es amoureuse parce que tu sais que tu es bien. Et c'est vrai que tu es bien dans ses bras. C'est agréable, c'est réconfortant, ok, c'est bien. Donc, et c'est bien des fois pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est bien. Mais c'est bien pourquoi? C'est mieux d'être à 2 que seul. Bien, bon point. Est-ce que c'est ça que tu veux maintenant? Pose-toi la question. Est-ce que tu veux, c'est être mieux à 2 que seul? C'est un autre objectif que d'être amoureuse. C'est pas le même objectif. Vous voyez? Et en fait, il faut qu'on soit clair avec les questions qu'on se pose. Si ce que je veux, c'est ça, alors après, le problème, c'est que le jour où je me demande si cette relation, elle peut évoluer en un peu plus, ou voire bien plus, je suis parasitée. Je suis parasitée par quoi? Je suis parasitée par l'attachement et le bien-être qu'a fait, au fil du temps, la proximité physique. Le rôle, on ne peut pas s'en vouloir, le rôle de la proximité physique, c'est ça. C'est de me mettre dans une situation confortable. Si physiquement, je n'étais pas bien avec la personne, là, carrément, voilà. Il n'y a même pas de question. D'accord? Donc, c'est son rôle. Donc, on ne peut pas en vouloir. Le corps, il dit ce qu'il dit. C'est le langage corporel. Mais le problème, c'est que si tu mets en concurrence le langage corporel et le langage émotionnel, le langage corporel, il gagne. Il gagne. En termes de signaux. Maintenant, en termes de force, il ne gagne pas. Comment je le sais? On s'est disputé, je suis vexée. Il peut me prendre dans ses bras autant qu'il veut. Ça n'enlève pas la vexation. Et d'ailleurs, je vais dire, non, arrête, non, on parle. Non, je veux qu'on parle. Non, allez, ça va. Non, je veux qu'on parle. Pourquoi tu dis je veux qu'on parle? Parce que tu as envie d'atteindre le langage émotionnel. Tu as envie de comprendre ce qui se passe. Et tu sais très bien que ça va parasiter. Donc, je ne tirerai pas la conclusion de ce petit paragraphe. Vous avez compris. Il faut savoir se positionner. Et évidemment, c'est pour ça que dans la Torah, il y a le fameux principe de Shomer Negia qui vous angoisse toutes. Je le sais, c'est compliqué. Et dans le monde dans lequel on est, ça l'est d'autant plus. Mais au moins, juste qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi c'est là? À cause de cette concurrence, en fait. Et c'est une concurrence qui n'est pas loyale. Parce qu'il y en a un dont les signaux sont beaucoup plus percutants que l'autre. Donc, en fait, c'est juste un conseil. Tu ne sais pas si tu es amoureuse. Tu as envie de savoir si tu es amoureuse. Et on est ensemble là. Fais un break, pas un break, ce que j'appelle moi un break de Shomer Negia, et ça permet de vraiment être au clair. Vraiment, pour l'avoir conseillé à un certain nombre de jeunes filles et qui m'ont dit que c'était difficile mais ça les a aidées, c'est quelque chose qui te permet de savoir où je me situe. Je me situe quoi? Dans un manque physique, dans un manque affectif, je suis dans une habitude, j'ai l'habitude d'eux et c'est comme ça que ça fonctionne, ou est-ce que émotionnellement il y a un attachement qui est très fort? D'accord? Voilà, c'est des méthodes qui nous aident d'avancer. Quels sont les fondamentaux? J'ai envie de rencontrer quelqu'un et j'ai envie que ce soit sérieux. Quels sont les fondamentaux qui vont me donner la possibilité de tomber amoureuse? Alors, en fait,
dans les fondamentaux, je les tire de la paracha de cette semaine aussi. Je vous ai dit qu'il s'ouvre, même l'ouverture de la paracha, c'est l'histoire d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sa femme Sarah, qu'il adore, est décédée. Et il doit l'enterrer. Et il va acheter un champ à Hebron. Celles qui ont fait Taglit ont sûrement visité cet endroit, la Meharat à Marpella, le caveau de Marpella. En fait, c'est un champ rocailleux qui vaut rien, qui n'est pas fertile, dans lequel il y a une petite grotte. Abraham et Sarah savaient qu'il y avait Adam et Ève enterrés là-bas, et donc pour eux ça a beaucoup de sens. Il va pour l'acheter. D'accord? Donc vous vous souvenez, je vous ai dit, l'essentiel de la paracha c'est Yitzhak et Rivka. Je ne vous ai pas encore dit pourquoi il est tombé du chameau, rappelez-moi. Très important. Et le début de la paracha, on a l'impression que ça n'a rien à voir, c'est l'achat de ce caveau. Sauf que c'est un achat bizarre. Tractation, négociation, je te le donne gratuitement. Ah, pas du tout, je veux le payer en monnaie sonnante et trébuchante. Bon, allez, tu sais quoi? C'est quoi 400 pièces d'argent? Maintenant, 400 pièces d'argent, c'est le prix des Champs-Élysées, ok? C'est une somme pharaonique. C'est honteux, il est fou de demander une somme pareille. C'est un morceau de terrain qui vaut rien. Il n'est pas fertile, ce morceau de terrain. Et en plus, il va aller enterrer quelqu'un dedans. Il demande une somme énorme, et vous ne voyez pas qu'Avram, il vient et il paye. Pourquoi je vous raconte tout ça? Le Talmud dans le traité mariage. La première Mishnah du traité mariage, dans lequel le Talmud, les sages du Talmud se posent une question très actuelle. Qu'est-ce qui s'appelle qu'un homme est engagé auprès d'une fille? Question actuelle ou pas? Ils ont écrit ça il y a 1600 ans. À quel moment je considère, pas qu'il est marié, c'est les Kiddushin, on sait. À quel moment il est engagé? Alors à l'époque, les fiançailles, c'était un engagement dont c'était difficile de se désengager. Enfin, on pouvait se désengager, mais comment? Alors aujourd'hui, on va poser cette question. À quel moment je considère que ce garçon est vraiment engagé avec moi? Qu'il n'est pas juste bien avec moi, et moi bien avec lui? Et la première Mishnah Mara du traité de Kiddushin dit: l'engagement s'évalue de 3 façons. Par une somme d'argent qui est versée, je vais vous expliquer, par un contrat qui est signé ou par une relation sexuelle. Il y a 3 façons de savoir que quelqu'un vraiment met de lui, s'investit, s'engage vis-à-vis de l'autre. Et elle explique, elle dit: d'où je sais que l'argent, c'est un engagement d'Abraham, dans la paracha de cette semaine, au moment où il dit: non, je veux payer. Mais quel rapport? Et les sages, ils ont fait un parallèle. Ils ont dit: non, c'est la même chose. Tu veux apprendre c'est quoi l'engagement? Tu veux apprendre c'est quoi l'investissement? Va voir Abraham. Comment il s'engage et il s'investit. Il met le paquet, une somme énorme pour acheter un bout de terre. Regardez la métaphore qu'il y a ici. Il va mettre de sa chair, Sarah, dans une terre. L'engagement auprès d'une fille, pour un garçon, c'est: je vais mettre de ma chair dans sa terre, mais de façon métaphorique, pour que ça produise quelque chose. Ici, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire: quand je m'investis, il va avoir une achouza, il va avoir un héritage pour toujours. Cette partie d'Eretz Israël, Hebron, là-bas, mais on l'a payé. Abraham l'a payé. On est 4000 ans après, c'est à nous. Si tu as envie que quelque chose soit à toi pour toujours, c'est l'objectif du mariage. L'objectif, quand tu t'investis, qu'est-ce que tu vérifies? Tu vérifies s'il s'engage de telle sorte qu'il y ait un futur à votre histoire. Est-ce qu'il s'engage pour toujours ou il s'engage parce que c'est bien maintenant? Apprenons d'Abraham. Abraham, il dit: je veux pour toujours. Tu vas dire: fastoche. Lui, il risque pas d'être déçu demain. Ça y est, Sarah, elle a existé. Elle n'est plus de ce monde. Il va mettre de Sarah dans cette terre, mais Sarah, ça y est, elle a déjà existé. Nous, quand on s'engage, on a peur de quoi? D'être déçu demain. Et si demain j'étais déçu, alors peut-être que je ne m'engage pas complètement. On est d'accord qu'Abraham, il ne risque pas d'être déçu demain. On est d'accord? Il veut une concession éternelle. Ok. Tu vois l'engagement qu'il a, Abraham, quand il veut mettre
la personne qu'il a le plus aimé au monde dans cette terre, et qui veut que cette terre soit lui pour toujours, tu vois son engagement? Inspire-toi. C'est avec cet état d'esprit que tu dois t'engager dans le mariage. Pour toujours. Et si je suis déçue, Abraham, il risquait d'être déçu? Il risquait? Si tu as en tête, non mais et si il me fait comme mon ex? Et si sa mère, et si sa famille? Et si il rate ses examens? Et si... Non, regarde Abraham. T'as compris comment il s'est engagé? T'as vu le paquet qu'il a mis? En fait, si ton engagement, tu dis, bon, je suis prêt à mettre ça, mais quand même pas ça. Ah, ça, donc combien je vaux pour toi? Je vaux à la hauteur de ton effort. L'effort, il est total. Le don, il doit être total. Je m'engage, je m'investis. Caricaturalement, une personne qui est avec plusieurs à la fois, qui fait des rencontres à droite, à gauche, qui est avec celle-là, qui ne te répond pas, par exemple. Vous voyez le truc où je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu, il a mis 48 heures. En fait, en vrai, c'est quoi la question que tu te poses? Tu dis, il est intéressé ou il n'est pas intéressé? Je n'ai pas compris. Pourquoi 48 heures, en fait? Combien tu t'engages? Combien tu t'investis? Alors non, on s'investit un peu ici, un peu là, je la follow celle-là, je follow celle-là, et je follow celle-là, et celle-là, je la like. Comme ça, voilà, je mets mes cartes un peu partout. Non, c'est impossible. C'est impossible. L'engagement, il est total. Et ce que vous devez, c'est ça aussi que vous devez, pas susciter, mais faire émerger. Vous dites, non, moi je ne fais pas dans la demi-mesure. Alors vous allez me dire, ouais, ils partent en courant. Les garçons, ils ont tellement peur que si tu es hyper sérieuse et que tu dis, non, je veux un engagement, ils partent en courant. Venez, on les éduque. Mais venez toutes. Toutes ensemble. Si on se met toutes d'accord et qu'on dit... Parce que, en vrai de vrai, ok, ils ont peur, mais en vrai de vrai, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aussi une concession éternelle, ou plutôt un mariage éternel. Ils veulent quelque chose, un investissement éternel, au fond. Ils ne savent pas s'y prendre. Il faut leur expliquer, il faut leur montrer. Ce que je veux, ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin, c'est d'un investissement total et majeur. Majeur. Maintenant, parce que je vois que le temps file. Ça, c'est au niveau de l'investissement. Maintenant, au niveau de la personne. Alors, évidemment, en 5 minutes, je ne vais pas pouvoir vous résoudre l'énigme de qui me correspond. Je vous dis la boule de cristal, Irma. Ce que j'apprends de cette paracha, c'est quoi? Ce que j'apprends de cette paracha, c'est que dans le couple Yitzhak et Rebecca, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'elle est tombée du chameau? En fait, bon, vous inquiétez pas, elle ne s'est pas fait mal, déjà. En fait, il y a un symbole dans cette tombée du chameau. Si on regarde bien les versets, on voit qu'elle l'a vu, et après l'avoir vu, elle tombe, et juste après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc bizarre, elle prend un voile et elle se couvre. Est-ce qu'on est d'accord que chez nous, on ne se couvre pas? Pourquoi elle se couvre? Dès qu'elle apprend que c'est lui, elle se couvre. Elle est sur un chameau. Comment ça se dit un chameau en hébreu? Gamal. Gamal, c'est la lettre Gimel, 3e lettre de l'alphabet, et ça veut dire aussi, le verbe ligmol veut dire abreuver de chesed. Donner. Comme le chameau, on l'abreuve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le verbe qui veut dire donner à l'autre, donner à l'autre, donner à l'autre, c'est ligmol, gmilut rasadim. Donc ici, il y a une symbolique très forte. Elle est sur un chameau. Quel est le principe de Rebecca? Elle a donné à boire, elle a donné à boire, elle a couru, elle est allée, elle a... Chesed. Rebecca, elle est chesed, chesed, chesed. Le don, le don, le don, le don. Elle fait que donner. Vous connaissez ces gens? On connaît tous qui ils sont là, ils disent non mais t'as besoin de rien d'autre, non mais tu veux pas qu'ils viennent te... non mais attends je te ramène à la maison, non mais attends viens je te sers encore, attends prends pour la maison. Vous connaissez ou pas? Et des gens ils vivent, c'est un truc de fou. Ils vivent, c'est des natures. Ils vivent, tout le monde a du chesed en soi. Il y en a qui ont Rivka, elle est au max. Et elle est sur un chameau. Elle est sur un chameau, sous-entendu, son principe clé, c'est Gamal, Gmilut Chesed. Et Yitzhak, il est quoi? Venez, on se rappelle. Il est symbolisé par la rigueur. C'est l'extrême opposé du chesed. Non pas l'extrême opposé, pas dans le sens, il ne donne pas, mais il sait contenir. Dans le chesed, hop, on ouvre les vannes, on donne, on donne, on donne. Dans la gvoura, on sait dire non, on sait contenir. En 2 secondes, vous savez si on est chacun soit du côté
Chesed, soit du côté Gvura. Si vous êtes des pigeons tout le temps, vous n'arrivez jamais à dire non, vous êtes du côté Chesed. Si vous savez dire non dans la vie, vous êtes du côté Gvura. C'est facile à savoir. Et on est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Mais on est de type, de nature Gvura, ou on est de nature Chesed. Maintenant, vous avez vu, en général, chez vos parents, il y en a un qui est Chesed, l'autre qui est Gvura. On est d'accord, on sait à qui demander les choses. Bon. Alors, Yitzhak et Rivka sont deux opposés absolus. Elle le voit. Elle voit sa Gvura par esprit prophétique. Elle voit à quel point il est strict. Elle est sur un chameau. Gamal. Son principe, c'est le Chesed. Elle en tombe de son chameau en se disant, mais est-ce que je vais survivre, moi, dans ma nature Chesed? Est-ce que je vais survivre à quelqu'un qui est tellement dans le maintien, dans la Gvura, dans la limite des choses? Comment ça va? Il n'y a pas plus opposé. Et donc, le symbole, c'est qu'elle tombe de son chameau. Et qu'est-ce qu'elle fait tout de suite après? Elle prend un voile et elle se couvre. Sous-entendu, je garde mon chesed. Je dois maintenir mon chesed. Mon chesed va aider sa nature opposée. Et ma nature chesed va être aidée par sa nature opposée. Et en fait, c'est exactement la raison pour laquelle, quand Eliezer a vérifié quelque chose, il a vérifié une chose. Est-ce qu'elle fait du chesed? Pourquoi? Parce qu'il connaissait Yitzhak. Il savait qu'il était très, 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 très strict, très rigoureux. Et quelqu'un qui est strict, rigoureux, carré, vraiment, tout est toujours ficelé. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Vous voyez, c'est des gens, la loi, c'est la loi. C'est embêtant. Il y a des gens, ils ont tout le temps des circonstances atténuantes à tout. Ça, c'est l'autre opposé. Non, tu prends et tu les mets les deux ensemble. Eh bien, le Zohar HaKadosh, il dit, Dieu fait les couples de cette façon qu'il marie les personnes de nature opposée. Quelqu'un qui est rigoureux avec quelqu'un qui fait du chesed, de telle sorte que l'un adoucisse l'autre. Mesdemoiselles, si vous vous posez la question pourquoi vous êtes tellement différents, sûrement vous êtes dans la bonne direction. A priori, et en général vous verrez même sur les personnes autour de vous, que la plupart du temps, c'est comme ça les couples, en général c'est comme ça, mais c'est pas étonnant. En général, ça t'a attiré. Le fait qu'ils soient tellement différents, quelqu'un qui est anxieux de nature, tout le temps anxieux, tout le temps il prévoit, il anticipe, il voit quelqu'un peace and love, détendu, qui cuit les oiseaux. En général, ça l'attire. Il dit, mais j'aimerais tellement être cool comme ça, moi aussi. Et en général, c'est pour ça qu'on est attiré vers des natures qui sont différentes. Quelqu'un qui est tout le temps pessimiste, l'autre qui est tout le temps optimiste. Ça me fait du bien de t'entendre, ça me détend, ouf. Et vous voyez ça vraiment dans quelqu'un qui est très très sociable, tout le temps des amis, tout le temps du monde, l'autre qui est renfermé. Et trouver la sociabilité géniale, absolument extraordinaire. Et donc, en fait, vous comprenez que volontairement, Hachem, il fait en sorte que l'un et l'autre, on puisse s'accorder, de sorte qu'à la fin, on crée quelque chose d'encore différent. On fait émerger une réalité nouvelle qui est à mi-chemin entre les deux. Donc, tout ce qui fait que, voilà, ces disputes, souvent, des couples même en début de parcours qui se disputent, normal. On est en train d'accorder les violons. On est en train de comprendre pourquoi moi j'ai besoin de toi. On est en train de comprendre pourquoi toi, tu as besoin de moi. Ça ne doit pas vous effrayer, c'est nature opposée. Au contraire, si vous vous dites, c'est ça qui m'a... Réfléchissez, qu'est-ce qui vous a attiré au début? N'oubliez pas le début. Il ne faut pas l'oublier le début d'une relation. Pourquoi c'était plus lui? Pourquoi spontanément tu es allé vers lui? Pourquoi un garçon est allé vers elle? En général, la raison du début, c'est une vraie bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'apaise à l'intérieur de cette personne. Et enfin, un petit conseil pour la fin aussi. Le fait d'avoir du mal à traduire le comportement de l'autre, quand on démarre quelque chose et on est en soirée, il y a des amis, lui c'est le cousin de ma copine, et je dis, il est sympa, on a bavardé à une soirée. En général, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il te raccompagnait chez toi. Ou bien, on se donnait le numéro de téléphone. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il te follow. On est d'accord? Il m'a followé. Peut-être qu'il va te liker, si tu as de la chance. Là, c'est carrément vraiment un pas en plus. Le problème, c'est que va mettre des sous-titres en dessous de follow. Il m'aime un peu, il m'a juste trouvé sympa, il en a rien à faire, mais voilà.
voyez la palette? Il y a une palette énorme. Ne faites pas l'économie des mots. Avec ces nouvelles méthodes-là, de façon d'être en relation, en fait, on passe à côté des fois de choses en réalité essentielles, de savoir juste où je suis, où il est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il veut. Et ne faites jamais l'économie de discussions profondes quand vous êtes avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas ensemble, vous parlez des fondamentaux, parlez des valeurs. Parlez des valeurs. Il y a je reçois trop d'appels de personnes qui me disent on est ensemble depuis, ou mariés, et moi je suis pratiquante et lui pas du tout, et je pensais que j'en peux plus. Cette semaine j'étais chez quelqu'un, j'ai donné cours chez quelqu'un pour une Hanouka de Baïd, et en larmes elle me disait je n'en peux plus, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, j'en peux plus de la télé allumée Shabbat. Et je m'enferme dans ma chambre. C'est triste, bien sûr qu'on ne divorce pas pour ça, on reste ensemble et on se bat, mais c'est difficile, c'est triste. C'est triste que ça fait souffrir en fait, ça fait souffrir l'un et ça fait souffrir l'autre. Donc parlez des fondamentaux. Et c'est très bien d'être de nature opposée, c'est une excellente chose. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite à toutes d'avoir à la fois les papillons dans le ventre et à la fois l'amour qui est écrit dans la Torah. Et n'ayez pas peur de prendre le risque de tomber amoureuse.